Les rendez-vous de la conservation, un podcast inspirant proposé par MOOC Conservation et Youth Conservation de l'ICN. À travers des interviews d'acteurs engagés dans la conservation, nous souhaitons informer, former et inspirer tous les passionnés de la nature qui s'impliquent dans la protection de l'environnement. Bienvenue dans ces rendez-vous de la conservation. Bonjour Sylvain, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast Les rendez-vous de la conservation. Sylvain, vous êtes le coordinateur national de l'ONG Renewed Hope for the Future et je vous propose tout d'abord de vous présenter, de nous dire un peu qui vous êtes, depuis quand vous êtes entre guillemets tombé dans l'éducation environnementale et l'environnement au sens large. Et puis après, vous pourrez nous parler peut-être un peu plus en détail de votre ONG. Je vous laisse la parole. Merci Hélène. Je suis Sylvain Boumba Moïse. Je suis le cofondateur de l'ONG Renewed Hope in Future et je suis actuellement le coordonnateur de la structure en République démocratique du Congo où nous sommes basés. Et par rapport à la genèse de RHF, l'organisation a été créée au milieu de l'année 2023 et si vous pouvez le voir, comprenez que nous sommes encore à la phase embryonnante, mais on peut être fier de l'évolution, de notre évolution, mais cette évolution n'est pas seulement de notre propre force. Et nous pouvons, par l'occasion, féliciter, mais aussi dire merci à toutes ces organisations qui nous ont toujours appuyés, tout comme la découverte de Youth Conservation qui nous a été utile pour accélérer nos activités depuis le début. Et par rapport à ça, la grande motivation de la création de notre structure dépend de notre rôle, surtout moi personnellement, du rôle que j'ai joué en tant que acteur du changement positif chez les jeunes dans notre communauté, mais aussi dans toutes les organisations où j'ai eu à évoluer. Et ça m'a inspiré par rapport au programme qu'on mettait souvent en place dans ces structures et à partir de l'université où j'étais trop inspiré à mettre en place des programmes liés aux questions de l'environnement avec les amis mais aussi la tâche que l'université m'avait donnée à être le coordonnateur des cercles de recherche des étudiants et souvent dans les conférences et autres activités qu'on réalisait, je partageais souvent l'essence de l'environnement, les sujets liés à l'atténuation, les externalités négatives et positives de tout dans notre milieu, les déchets et tout. Et c'est par là qu'avec les amis, on s'était dit, ou avec ces inspirations qu'on s'était dit peut-être que ça pourrait être mieux de mettre en place une structure où on sera en train de partager soit avec les enfants, la communauté et autres. Et c'est par là qu'il y avait une naissance de notre organisation RHF. Mais avant de songer à RHF par rapport à d'autres organisations, et on commençait, j'ai inspiré souvent les représentants à mettre en place des projets liés à la gestion de l'environnement dans notre milieu. D'ailleurs, l'année passée, j'ai inspiré à mettre en place les programmes de Bukavu sans plastique. Bukavu, pourquoi c'est Bukavu? C'est notre ville où la grande problématique qui est ici, c'est la gestion des déchets plastiques. Et c'est avec ça, avec les inspirations avec les amis, on s'était dit que oui, waouh, ça peut être mieux qu'on puisse mettre en place cette structure où on sera en train d'échanger avec les enfants, la communauté, les amis, les églises, dans des universités et par rapport aux questions liées à la conservation, mais aussi au changement climatique et surtout à la partie où nous sommes souvent concernés dans la région qui cadre avec l'environnement et la paix. D'accord, donc vous œuvrez et aujourd'hui, l'un des défis, vous l'avez dit, donc c'est la pollution plastique. Est-ce que vous avez d'autres défis environnementaux dans donc dans la ville de Bakouvou et et ses environs? Y a-t-il d'autres défis environnementaux?
Oui, et d'abord, peut-être que j'ai oublié de parler un peu de l'organisation en général. Je ne sais pas si c'est là la question qui Allez-y. pourrait d'abord venir. Oui, et par rapport à l'organisation généralement qui a été créée pour promouvoir les développements durables à travers l'éducation et l'autonomisation des communautés qui sont favorisées. Et cela, nous passons par les actions communautaires pour le développement. C'était là la grande motivation de la création de notre organisation. Et avec ça, l'idée était d'avoir une vision qui est un peu régionale. En parlant d'une vision régionale, c'était par rapport aux grands défis que notre région où on se bute souvent, liés à l'insécurité, la question de catastrophes naturelles. Et ces catastrophes naturelles souvent sont un peu régionales par rapport et surtout aux personnes qui sont déplacées, qui partent soit ils quittent le pays, soit le Burundi pour venir ici au Congo, soit la population qui quitte le Congo pour aller au Burundi, pour aller au Rwanda. Et c'est cela qui nous a motivés à mettre en place cette structure au niveau régional. Et par rapport à ça, le grand défi, c'était de voir comment nous pouvons mettre en place un programme qui cadre avec l'environnement et la paix. Et c'est pour cela que souvent, les activités qu'on partage souvent, on essaie un peu de marier les deux concepts, la paix et l'environnement, pour voir comment nous pouvons échanger avec les élèves, la communauté par rapport à ces grands défis. Puisque dans notre région, souvent, le problème qui est là, c'est de voir la distribution des ressources naturelles qui crée souvent l'insécurité dans la région. Puisque les pays voisins, par exemple le Rwanda, le Burundi, ont tendance à avoir, par exemple, les nez par rapport aux ressources naturelles en République démocratique du Congo, mais aussi peut-être que la République démocratique du Congo aussi a un nez par rapport aux ressources, par exemple, touristiques du Rwanda et au Burundi. Et c'est avec ça que nous sommes dit que peut-être que les ressources naturelles peuvent être aussi agents des facteurs liés à la paix, à la sécurité, aussi de vivre ensemble s'ils sont bien encadrés dans la région. Et c'est par là que nous transmettons ces messages et échanges avec les enfants pour leur informer par rapport à cette situation que soit les ressources naturelles de la RDC peuvent contribuer au facteur de vivre ensemble, mais aussi peuvent être les caractères qui peuvent causer de l'insécurité si on n'échange pas avec les amis des autres régions dans une même, dans un même, dans des mêmes langages pour essayer un peu de pallier à ces problèmes. Et alors, c'est avec ça que nous avons mis en place ce programme d'éducation environnementale qui est appuyé souvent par le programme d'éducation à la paix pour échanger avec les élèves, les enseignants en termes de formation, à être aussi des formateurs, à transmettre ces messages aux enfants. Au niveau de l'université aussi, c'est pareil, où nous essayons un peu d'échanger en grande partie avec les étudiants. Oui, c'est très clair et très intéressant et on voit que les sujets sont vraiment liés, complexes et ont des Oui. répercussions les uns sur les autres. Est-ce que vous, au quotidien, pour mener à bien vos missions, est-ce que vous rencontrez des difficultés qui peuvent vous bloquer et si vous en rencontrez, comment vous faites aujourd'hui pour les surmonter? Oui, souvent les difficultés ne peuvent pas manquer, et surtout au niveau de notre pays, avec les grands soucis que nous rencontrons souvent sont liés soit comment contacter, par exemple, les administrations sont lourdes, et là, ça me demande un peu de mettre en place la résilience, qu'on puisse résilier à tous ces problèmes. Mais aussi en termes d'échange, souvent, quand tu pars rencontrer, par exemple, le préfet des études, les représentants, soit les corps des gestions des universités, souvent, on s'évite
à des grands problèmes liés, soit il faut, par exemple, vous avez eu des financements, mais par rapport à ces programmes, vous voulez nous faire savoir que ça, vous le faites gratuitement ou soit c'est un peu bénévole, c'est un peu difficile et souvent, mais aussi dans les milieux ruraux, puisque avec notre organisation, la grande partie des activités que nous avions eues depuis les débuts de notre programme, c'était passé au niveau rural. Et avec ça, puisque là, la grande partie, la majorité des gens que tu vas rencontrer là-bas sont défavorisés. Et quand tu viens avec ce genre de programme, ils voient que vous êtes bien outillé, par exemple, en termes techniques, ils vont croire que vous avez eu des grands financements. Et avec ça, souvent, certains nous acceptent et les autres qui nous refusent qu'on puisse intégrer leurs écoles. Mais quand même, avec ces défis, on n'a pas hésité de mettre en place des mesures de résilience pour essayer un peu à pallier à ces problèmes tels que le fait de chercher d'autres partenaires qui peuvent nous aider, par exemple, mais aussi à se mettre ensemble avec d'autres organisations des jeunes pour voir comment pallier à ces grands soucis. Et c'était ça, ce qui nous a grandement aidé à avancer plus davantage dans la mise en place de notre projet et programmes liés à l'éducation, à l'environnement, mais aussi à la paix. Ok, donc on voit que la résilience a été votre meilleur allié pour mener à bien vos différentes activités. Et aujourd'hui, avec le recul que vous pouvez avoir, quels sont les impacts? Enfin, est-ce que vous pouvez voir des impacts sur les enfants, sur les jeunes et sur les communautés dans leur ensemble? Oui, présentement, nous pouvons en être fiers d'abord de ces programmes, la façon dont nous avons évolué avec ça, puisque la plupart de nos activités sont souvent, on met à ces programmes-là liés à l'éducation, à l'environnement et à la paix. Et on s'était lancé surtout au milieu rural et rencontrer surtout les écoles où on était en train de prendre en charge certains élèves en termes de scolarisation pour essayer un peu de pallier à ce problème de souvent qu'il y ait ici chez nous où les enfants les enfants quittent les écoles par manque de paiement pour entrer dans la rue. Et avec ces programmes-là qui nous a aidé souvent à rencontrer les écoles et à mettre en place le programme lié à l'éducation environnementale et à la paix, on avait vu qu'il y avait des avancées puisque le grand problème dans les milieux ruraux était aussi l'engagement de ces enfants dans la conservation, puisque dans ces milieux ruraux, ils sont proches à Kavumu, à Kabar, ils sont proches de la parc du parc de Kaouzi-Biega. Et les enfants avaient peur soit de s'engager aussi en matière de la conservation, mais aussi à mettre en place surtout les pépinières pour essayer un peu de pallier aux questions de la déforestation qui se vit souvent dans ces milieux là-bas. On a senti qu'il y avait l'engagement des enfants, l'engagement des écoles en termes de mise en place de ces programmes. On avait formé les enseignants et ici, surtout ici au niveau de la ville, on avait mis surtout en termes de la formation, mais aussi à la sensibilisation à d'autres jeunes sur l'existence de la plateforme de formation qui est Youth Conservation, que nous aussi on avait découvert tout juste après la mise en place de notre programme de environnemental, puisque les grands problèmes, surtout, étaient le fait que moi, par exemple, personnellement, qui était trop inspiré à ces programmes, c'était le fait d'échanger avec les enfants sur ces enjeux. C'était un peu difficile que moi, personnellement, par exemple, je me présente à un enfant pour lui parler c'est quoi le changement climatique par rapport, par exemple, pour moi, je peux le faire à l'université. C'était un peu facile à l'université, mais affronter l'enfant à son niveau, par exemple, à l'école primaire et secondaire, affronter ce niveau, c'était tellement difficile. Mais avec la découverte de la plateforme, on a senti que la transmission du message était simple et rapide et l'engagement de l'enfant aussi était trop capital puisque le message passait simplement.
Et avec ça, présentement, on peut se dire que en termes de chiffres, que depuis le début du programme, on peut dire que donc au niveau rural, on avait créé au moins, on avait donc mis en place au moins trois clubs dans des écoles primaires et secondaires. Et avec ces clubs, peut-être que si on essaie un peu d'évaluer les participants dans toutes les activités qu'on était en train d'organiser, on peut atteindre au moins 200 enfants qui sont déjà sensibilisés, mais aussi qui sont enthousiasmés souvent à entrer dans les clubs que nous créons souvent quand nous mettons en place ces programmes, mais aussi en termes des jardins écologiques que nous inspirons surtout les clubs à créer dans des écoles. On avait senti que et après la récolte, l'école avait tendance aussi de mettre en place des cantines scolaires par rapport à l'argent qu'ils ont eu avec les jardins écologiques que nous avons créés avec les écoles, mais aussi dans une école, nous avons inspiré à, à, à essayer un peu donc inspirer les élèves donc, à mettre en place des fleurs dans l'école pour embellir l'école. Et ça aussi était une réussite. D'ailleurs, récemment, nous avons eu les retours des hauts représentants de cette école qui nous ont dit vraiment votre présence, mais aussi les inspirations que vous nous avez partagées nous ont été tellement bénéfiques et nous sommes fiers de ça. Et alors, présentement, notre vision, notre focus, c'est de voir comment maintenant engager d'autres jeunes ici au niveau de la ville et en termes de partage, mais aussi en termes de formation aussi à être des formateurs en éducation environnementale, mais aussi en se basant des ressources que nous avions eues avec Youth Conservation, mais aussi les informations que nous avions récemment avec la formation qui est mise en place sur les plateformes. Bah, très intéressant, Sylvain. Et c'est vrai que je pense que vous pouvez être fiers enfin, de toutes vos initiatives et des résultats et des fruits que ça a apporté jusqu'à présent. Et je suis sûre que quand vous dites de façon très humble qu'il y a eu 200 enfants sensibilisés, je pense que c'est beaucoup plus au final parce qu'on sait très bien que les enfants, quand ils rentrent chez eux, ils en parlent à leurs frères et sœurs, à leurs parents, à la famille. Et derrière, toutes les petites graines que vous plantez dans le cœur de ces enfants vont se transformer en de magnifiques plantes et vont avoir un impact encore plus grand que celui que vous pouvez mesurer aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une belle réussite. Et nous, chez Youth Conservation, on est vraiment ravis de savoir que bah, nos ressources vous aident. C'était vraiment le but initial, c'était d'aider ceux qui forment et qui éduquent à former, sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge. Et il n'y a pas d'âge minimum pour commencer à parler d'environnement et à protéger la planète. Donc, tant mieux si nos ressources ont atteint leur objectif et vous aident au quotidien à mener à bien vos missions. Sylvain, je pense que vous avez répondu à pas mal de mes questions. Peut-être, enfin, vous nous avez commencé à nous en parler, mais vous avez des projets à venir avec votre ONG pour le deuxième semestre 2024 et 2025. Je crois que vous avez laissé entendre que vous souhaitiez démultiplier votre projet et pouvoir toucher plus d'écoles. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours? Oui, par rapport à l'éducation environnementale, présentement, puisque par rapport à l'organisation et j'ai défini qui est au niveau régional, et récemment, nous avions voulu d'abord ces projets, que ces programmes puissent s'implanter aussi au niveau du Burundi, puisque échanger avec les jeunes de, de ces pays nous ont confirmé que ce sont des programmes qui ne sont pas encore d'actualité là-bas. Et en termes d'éducation environnementale dans des écoles, c'est comme si c'est nous qui serons parmi les premiers à aller implanter ces programmes. Et nous avions senti que les jeunes étaient d'accord, mais aussi disponibles à qu'on puisse entamer avec ces programmes. Nous avons échangé avec les autorités locales là-bas. C'est parmi nos grands projets qui viennent donc à ces semestres ici. Mais aussi ici, au niveau de Bukavu, nous voulons maintenant implanter aussi les programmes dans des écoles. Et avec cette implantation, on s'était dit que ça sera grand, ça sera lourd, qu'on puisse les faire seuls. Nous avions voulu
et échanger avec d'autres organisations pour qu'on puisse grandir ensemble et mettre en place ici au niveau de Bukavu ces projets. Et on pense bien que dès qu'au courant de l'année prochaine scolaire, mais aussi les échanges que nous avions ici récemment avec les jeunes, on a senti que même avant que l'année scolaire puisse reprendre, on pourra déjà commencé avec des programmes de sensibilisation en ligne, mais aussi des programmes d'échange en ligne en termes de partage sur les ressources, mais aussi la disponibilité des plateformes de formation pour que les jeunes puissent commencer à se former avant qu'on puisse avancer plus davantage, puisque ça, nous-mêmes, ça nous a aidé. On aimerait que ça puisse aider d'autres jeunes, que ça puisse être implanté dans leur structure, puisque ce sont des sujets nouveaux ici dans notre milieu. On aimerait que les autres jeunes puissent savoir comment ça se fait, comment aborder les enfants, comment se positionner en termes de la pédagogie à adopter au niveau des enfants. Donc, d'abord, on va essayer d'informer les autres jeunes et sensibiliser par rapport à la formation et dans ce semestre. Donc, au niveau ici à Bukavu, mais aussi au niveau du Burundi. Donc, le plus grand objectif sera d'implanter le programme au niveau régional, en commençant d'abord aussi par le Burundi que nous avons même déjà commencé. C'est très clair. Bah, écoutez, je vous souhaite bonne chance en tout cas dans ces projets bien ambitieux. Et je voudrais juste terminer notre entretien par une dernière question. Si vous aviez quelques conseils à donner à des ONG qui souhaitent mener des activités de sensibilisation à la préservation de l'environnement auprès d'enfants et de jeunes, quels seraient-ils? Oui, le plus grand conseil que je peux avoir, c'est d'abord en termes dans la mise en place du programme, parce que souvent, quand on est seul, c'est un peu difficile d'avancer rapidement. Donc, c'est de voir dans la mise en place du programme, comment ils peuvent se concentrer en termes de collaboration et surtout en termes de formation, de voir comment ils peuvent aussi se mettre ensemble et informer les autres plus davantage par rapport aux plateformes, mais aussi de se concentrer surtout en termes de collaboration, puisque souvent la réussite de ces programmes demande beaucoup de moyens, beaucoup de sacrifices, et Mm. ces sacrifices peuvent être ne pas être alourdis le fait que on se met ensemble en termes de travail, mais aussi en termes de la réalisation des objectifs qu'on se donne en termes du programme. Donc, la grande, le plus grand conseil que moi je donne, c'est de voir comment se concentrer en termes de collaboration dans l'atteinte des objectifs qu'on se fixe, surtout dans des programmes, parce que souvent nous sommes bités en termes de moyens, on n'a pas beaucoup de moyens, mais quand nous collaborons ensemble, une organisation peut être là en termes on peut nous amener par exemple les matériels pour la réalisation et l'autre peut être donc disponibles en termes de moyens, les autres qui peuvent venir en termes de ressources en industrie et ça peut vous aider maintenant à grandir, mais aussi à atteindre les objectifs que vous donnez. Nous, personnellement, dans notre organisation, on s'est bité tout juste au début à la mise en place de ces programmes, mais la découverte, par exemple, du plateforme Youth Conservation, mais aussi les modules que nous avions eu à rencontrer, ça nous a aidé vraiment avancer plus davantage. Mais si on se disait que on va ignorer cette partie, et on ne devrait pas être là jusqu'à aujourd'hui en termes de ces programmes, puisque nous avons voulu écouter les autres les organisations, comment ils ont évolué, comment ils ont nature au pluriel, par exemple, et des autres organisations que je ne cite pas, puisque nous avons voulu échanger avec et écouter les autres conseils de ces organisations qui ont grandi. C'est pour cela que nous aussi, on continue toujours à avancer plus davantage et maintenant, là, nous commençons aussi à inspirer les autres jeunes à grandir. Donc, la question qui est là, c'est de voir comment accepter et les conseils, mais aussi les conseils des grandes organisations qui ont déjà évolué dans la mise en place de ces programmes. Merci Sylvain, c'est vraiment très intéressant. Je vous remercie sincèrement pour votre temps.
et ce précieux témoignage qui, je suis sûre, va inspirer notre auditoire aujourd'hui. Et je vous dis, Sylvain, bonne chance, bonne continuation et à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hélène. Merci pour l'échange. À très bientôt par rapport à notre programme, par rapport à la vision commune par rapport à la conservation de la nature. Exactement. Merci Sylvain, à bientôt. À bientôt. Nous arrivons à la fin de notre épisode. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres témoignages inspirants d'acteurs engagés dans la conservation de la nature.